Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. On est avec Paul Hurel de l'Office français de la biodiversité, qui est le coordinateur national du réseau Castor pour l'Office français de la biodiversité, et Basile Gerbeau, réalisateur du film Le cas du castor. Vous noterez le jeu de mots dans le titre. Un documentaire animalier, c'est souvent dans le titre, c'est très accrocheur. Ce film, Le cas du castor, qui est une coproduction FIFO Distribution et Ushuaïa TV. Et si vous êtes sur vos ordinateurs, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. On va commencer par Basile. Alors, Basile, ce film, le cas du castor, les conditions de tournage, notamment sous l'eau, comment ça s'est déroulé ce film-là? C'est venu de nous l'idée sur cette espèce un peu fabuleuse et mythique. Alors, l'idée de départ de travailler sur le castor, elle est venue de Dominique Brouard, donc, qui est le mari de Marie-Christine Brouard, qui était la productrice à FIFO Distribution à l'époque. Et Dominique est venu me voir avec deux brochures, dont une du réseau Castor et donc une plus spécifique aux Deux-Sèvres et une plus nationale, en me disant, tiens, regarde, il y a des choses intéressantes là-dedans. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, un film à faire sur cette espèce-là? Du coup, moi, j'ai un petit peu creusé le truc. Ensemble, on a fouillé un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. Et assez vite, il y a eu cette thématique de l'historique de l'espèce qui est remontée, c'est-à-dire l'espèce qui est passée au bord de l'extinction, qui a réussi à revenir avec quelques petits coups de pouce et pas mal d'ingéniosité. Et puis voilà, le projet est parti comme ça. Et puis pour tout ce qui était de filmer, moi, c'était une espèce que je connaissais pas beaucoup. Donc, ça a demandé beaucoup de coups de main de gens qui la connaissaient bien sur le terrain, comme Paul, par exemple, et ses collègues. Et puis, filmer sous l'eau, ça a été un petit peu de la mise en place de briques et de broc. On a essayé beaucoup de choses, ça a souvent pas fonctionné. Et puis, à un moment, souvent, on laissait des caméras tourner, puis on regardait et on voyait rien. Et donc, on avait tendance à regarder un peu les images en accéléré, comme ça, habitué à rien voir. Et puis, un soir, en rentrant comme ça, je regarde vite fait sur l'écran arrière de la caméra le truc en accéléré. Et puis là, je vois une grosse masse noire qui passe. Et, enfin, on avait trouvé le bon endroit, on avait compris à quelle heure il passait. Et à partir de là, on a réussi à faire plus de choses, mais c'était essentiellement des caméras fixes qui tournaient toutes seules. D'accord. Alors, Paul, ouais, le castor, bah, voilà, espèce un peu mythique des cours d'eau. Euh, c'est bien décrit dans le film, mais l'histoire de la reconquête du territoire, on n'a pas souvent de bonnes nouvelles dans nos métiers sur une espèce qui étend son aire de répartition. Le castor, c'est un peu comme la loutre, quoi. C'est une espèce qui, un peu aidée par l'homme, mais qui reconquiert du territoire. On en est où maintenant du castor en France métropolitaine? Aujourd'hui, oui, ça se passe plutôt bien. On a un état de conservation qui est dit favorable, hein, sur l'espèce en France. Alors après, il y a eu un coup de pouce, effectivement, avec une trentaine d'opérations de réintroduction entre 1960 et 90 qui ont permis vraiment d'avoir déjà quelques bassins versants français où il y a une recolonisation, mais on n'est pas encore avec une présence de castors sur tous les bassins hydrographique de la France. Il y a encore certaines régions où il y a pas trop de castors, hein. Ça va être le cas en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine aussi, où ils commencent à revenir depuis l'Espagne vers Ustaritz, dans le Pays Basque. Mais sinon, il y a encore quelques bassins versants où effectivement l'espèce n'est pas encore présente. Donc on voit la recolonisation progressive. C'est accompagné par le monde naturaliste, par l'établissement aussi, l'OFB. Et on suit sa recolonisation. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas trop de points noirs, de points de collision ou autres. Il y a un peu des conflits de ça, de là, mais on essaye de trouver des solutions à chaque fois. C'est pas toujours évident, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, c'est une bonne nouvelle, effectivement, pour le castor et la loutre aussi. Et la loutre aussi, ouais. Et moi, j'ai une question qui me vient dans ce film, c'est dit dans le film, mais est-ce que le castor participe à ce qu'on appelle maintenant le rewilding ou la libre évolution? Est-ce que le castor est un auxiliaire précieux? Parce que nous, on est en Nouvelle-Aquitaine, on l'attend dans le milieu naturaliste. Alors, c'est pas tout le monde, hein, qui l'attend, je pense. C'est dit dans le film aussi. Mais est-ce que ça participe à tout ça, à cette libre évolution des milieux, une reconquête du territoire par la faune sauvage? Bah, ça, c'est une bonne question. Alors, c'est des choses qui sont déjà pas mal étudiées plutôt en Amérique du Nord avec l'espèce cousine, le castor canadien, un peu montré en Angleterre aussi, où il y a eu des réintroductions avec vraiment ce concept d'avoir cet ingénieur des écosystèmes qui revient et qui remplacerait presque les techniciens de rivière. Ça, en France, on est
dans une logique un peu plus à maîtriser la nature et il y a vraiment un système de gestion aussi des cours d'eau qui est beaucoup plus ancré. Donc pour l'instant, aujourd'hui, ce n'est pas encore forcément le cas, mais on commence à avoir des discussions quand même assez vraiment sur ce sujet-là avec les techniciens de rivière, avec certaines associations, avec certains grands établissements comme Voies navigables de France ou autres, où il y a ces questionnements-là qui se posent, quoi. Il y a du castor maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ou plus faire, sur tout ce qui est travaux d'aménagement aussi, dans les plans d'aménagement des cours d'eau. Donc aujourd'hui, le castor commence à être bien pris en compte. Il commence à y avoir des demandes aussi de réintroduction de castor dans certains départements où il n'est pas encore forcément présent, avec cette envie justement d'avoir cette espèce qui viendrait avec ce côté réensauvagement. Donc c'est pas toujours si évident, effectivement, parce que là, pour réussir à être objectif sur la situation aussi, hein, quand le castor va arriver, c'est pas toujours tout rose non plus. Donc pour le moment, on sait qu'en tout cas l'animal arrive à bien se développer. On fait confiance plutôt à la biologie d'espèces avec ses reproductions, ses juxtapositions de territoire progressifs. Il faut plutôt veiller à ce que l'habitat soit favorable pour son installation. Et on attend vraiment son retour de façon naturelle. En tout cas, c'est le positionnement de l'OFB aujourd'hui et du ministère. Mais dans les faits, si, ça contribue à ça, effectivement. On voit la création de zones humides, on voit les zones d'extension d'inondation quand il y a des barrages qui se créent, et c'est le cas de plus en plus dans les petits cours d'eau, les petits affluents, où il y a ces barrages qui sont créés par le castor. Donc voilà, ça amène son lot de conflits, mais ça amène aussi son lot de création d'habitats vraiment intéressants pour plusieurs espèces animales et végétales qu'on voit un peu moins finalement, parce qu'on a des cours d'eau quand même assez canalisés dans certaines régions de France. Donc c'est un beau sujet, ce retour de l'espèce, un sujet challengeant, parce que voilà, le consensus n'est pas toujours là. Et on a des questions là sur le chat qui arrivent. C'est de Julien qui pose beaucoup de questions. Julien, j'ai l'impression d'être un animateur de radio. C'est mon prochain boulot. À quand le castor en Gironde, nous dit Julien. Ah bah ça, pour l'instant, ouais, non, c'est pas encore. C'est vrai que là, le plus près, ça va être Pays Basque. Tout de suite, pour l'instant, c'est vraiment Pays Basque. Après, le bassin Adour-Garonne, c'est vraiment vers Tarn-et-Garonne, où il y a de l'information. Après, il faut vraiment comprendre que, et c'est bien montré dans le film, hein, vraiment les réintroductions étaient vraiment principalement sur la vallée du Rhône, après sur la vallée de la Loire par rapport à la Nouvelle-Aquitaine. Donc, il faut le temps que ça vienne jusque là-bas. Et puis en Espagne, c'est un peu moins suivi qu'en France, donc on avait un peu moins d'informations et on a eu la surprise, là, il y a 1 an et demi, un naturaliste dans le Pays Basque qui a découvert l'espèce. Ouais, il va falloir laisser le temps au temps. On a reçu les photos et puis on s'est dit, Pays Basque, un castor. Et il y a Julien aussi qui décidément est très actif. Y a-t-il des élevages de castors, nous dit Julien. Alors en France, il n'y a pas d'élevage. Il y a certains parcs zoologiques qui ont du castor européen, voire castor canadien également. Mais il n'y a pas d'élevage. Et en sachant que les réintroductions qui ont eu lieu en France, ça a été des captures en fait dans la basse vallée du Rhône par certains naturalistes qui ont directement pris du castor en milieu naturel pour aller le réintroduire dans les différentes zones où il y a eu des réintroductions. Mais pas d'élevage chez nous. Il y a un zoo qui a eu des naissances de castors d'Europe il y a 2 ans, un truc comme ça, c'est à Dunkerque, mais c'est le seul, il me semble. C'est le seul, ouais. Mais je ne crois pas que ce soit dans une volonté d'élevage, quoi. Ils avaient un couple et il s'avère qu'ils ont eu des petits. Ça arrive. Quand il y a un couple, des fois, ça se reproduit. Ouais, mais merci. Et au niveau du film, ça a pris combien de temps de tournage à peu près? Parce qu'on a toujours l'impression, et c'est bien quand il y a un film qui se déroule comme ça, tranquillement, et on se dit, mais que c'est facile de faire un film animalier. Et en fin de compte, moi, je sais que c'est extrêmement difficile de faire un film animalier. Et combien de temps à peu près de tournage 2-3 jours, un truc comme ça, pas plus. Ouais, facile, avec le portable. Non, je rigole. Ouais, c'est ça. Non, ça a pris. En fait, le castor aussi, il a des mœurs plutôt nocturnes. Donc, on peut le voir en fin de journée, début de matinée, mais sur des laps de temps assez courts parce que les caméras ne permettent pas de filmer très longtemps après que la lumière commence à baisser, quoi. Donc, en fait, c'était essentiellement au printemps et un peu en été qu'on pouvait le filmer. Donc, on a fait 2 fois printemps-été, avec à chaque fois des sessions d'une dizaine de jours, on va dire, pour le castor, parce que à chaque fois qu'on revient, en fait, c'est une espèce qui a beau être un peu routinière, elle change ses habitudes un tout petit peu. Donc, nous, on venait à un endroit, puis on revenait 3 semaines après, et en fait, il avait décalé les endroits où il allait manger, les endroits où il allait se toiletter, etc., où
Donc, on devait réapprendre un peu ces nouvelles habitudes, quoi. Et puis, bah, tout ça, c'est ajouté toute la partie interview. Donc, fallait prendre les contacts, rencontrer les personnes, voir un petit peu quelle partie de propos on pouvait faire dire à chacun, et puis enfin, qui pouvait apporter quoi en fait au propos du film. Donc ça, c'était super intéressant aussi, des très bonnes rencontres. Et puis il y avait tout le reste de l'animalier. Donc voilà, on a ajouté d'autres espèces aussi, les poissons, etc. Et donc bah oui, tout ça, ça nous a pris 2 fois 5 mois, on va dire, par période de 5 à 10 jours, quoi. Donc en tout, peut-être une quarantaine de jours de tournage. D'accord. Et en lien avec ça, on a une question de Franck, qui visiblement est photographe. Où est-ce qu'on peut photographier du castor? Est-ce que c'est facile à voir? Parce que moi, je me rappelle du Québec, le castor américain est relativement facile à voir. Est-ce que c'est Mhm. la même chose pour le castor européen? Bah, de ce que moi j'ai pu en voir sur les grands cours d'eau type la Loire, c'est relativement facile, oui. Quand on est à la bonne période, au mois de juin, voilà, si on a les bons endroits, on les voit tous les jours en fait. Et puis ils sont aussi sur certains spots, bah, là où on avait été ensemble, Paul, et où j'ai pas mal filmé après, voilà, ils sont habitués à ce qu'il y ait des pêcheurs, déjà des promeneurs, etc. Donc ils sont moins craintifs de l'odeur humaine. Et moi, ça m'est arrivé de les avoir à 1 mètre, 2 mètres de moi, quoi. Après, sur les petits cours d'eau, bah, ils ont tendance à être quand même plus craintifs, à beaucoup renifler, et puis ouais, à moins se laisser voir, quoi. On les voit qui nagent et puis ils disparaissent et on ne les revoit plus. Donc c'est un petit peu plus difficile, mais ça demande du temps, je pense, sur les petits cours d'eau. Il faut comprendre leurs habitudes, etc. Et que eux aussi s'habituent à la présence du photographe. Mais sur la Loire, par exemple, c'est relativement facile, quand Relativement facile à voir, oui, à photographier. même. Sur les problématiques, on a pas mal de questions là qui arrivent sur la problématique Ragondin-Castor, notamment dans les Deux-Sèvres. Une question c'est de Nathalie qui nous pose la question dans les Deux-Sèvres, notamment parce qu'il arrive quand même bien en Nouvelle-Aquitaine par la Vienne et les Deux-Sèvres, si je ne m'abuse. La confrontation Ragondin avec le piégeage. On a des questions: à quoi sert un ragondin? Ben, un ragondin, il sert, il rentre dans un écosystème, bien que ça soit une espèce exogène. Le castor étant une espèce, bien que réintroduite, ou renforcement d'abord, Paul? On est sur un renforcement. Après, il y avait Renforcement de moins de 100 population. individus, mais ouais, on n'avait pas une quasi-disparition du pays. Ouais. Voilà, c'est comme l'ours, on était sur l'ours des Pyrénées hier, c'est bien du renforcement de population, quoi, même s'il Ouais. arrive. Mais Après, c'est un peu réintroduction aussi, parce qu'effectivement, sur le renforcement ours, on reste sur les mêmes zones, entre guillemets, géographiques. Là, sur le castor, il y avait vraiment eu de la réintroduction à plusieurs centaines de kilomètres des sites connus à l'époque, quoi. Donc, un peu différent. Mais Ragondin, après, effectivement, il n'y a pas de compétition, en tout cas, entre les deux espèces. Hein. Basile, je pense que tu l'as bien observé aussi, puis on le voit dans le film, d'ailleurs, à un moment, on voit que le Ragondin, finalement, au bout d'un moment, ça s'en va quand même, et qu'il voit que le castor est un peu plus gros. Mais voilà, il n'y a pas de compétition. Ils ont un régime alimentaire qui est quand même différent. un peu différent, ouais. Donc ça, Et il n'y donc, a pas de difficulté. Et donc, dans les conflits, ouais, voilà, c'était par rapport à l'homme, c'est-à-dire dans les Deux-Sèvres, oui, le piégeage ragondin, est-ce qu'il influe sur le castor? Et puis, j'ai une question de Daphné, bah, qui est décrite dans le film. Hein. Quelle solution raisonnable contre les dégâts aux arbres par Daphné? Ça, c'est dit dans le film aussi, c'est la problématique, quoi. Sur le ragondin, déjà, il n'y a pas de... ce qu'il faut savoir, effectivement, elle est espèce exogène, donc autorisée à être régulée par le monde du piégeage. Donc là-dessus, il y a une réglementation qui a trait à ça, avec des conditions et des contrôles qui sont menés aussi par mon établissement pour s'assurer que ce soit fait en respect de la réglementation. Mais après, du coup, dès qu'il y a présence de castor et ou de loutre sur les cours d'eau français, c'est partout, donc ce sera le cas aussi dans les Deux-Sèvres, on a une interdiction en fait d'utiliser des pièges dits tuants, donc qui ne seraient pas sélectifs, ce qu'ils appellent les catégories 2. Exactement. Et donc, dans ces zones, aux abords des cours d'eau, étangs, lacs, etc., où il y aurait du castor et ou de la loutre, il n'y a pas ces pièges. Donc, déjà, ça permet d'éviter des prises accidentelles et entraînant la mort de castor et ou de loutre dans ces zones-là, et même à Vison d'Europe aussi, en région de Nouvelle-Aquitaine également. Et après, c'est de s'assurer que le piégeage, en tout cas, se fasse dans les bonnes conditions. Et après, pour la protection des arbres, effectivement, il y a deux causes de conflit avec le castor, avec l'homme. Hein. Ça va être les coupes directes sur les arbres. Donc là, effectivement, ça va être mécanique de mettre en place des protections avec des grillages
sur 1,20 m, 1,50 m de hauteur au pied de chaque arbre, entourant l'arbre d'un diamètre suffisant autour de l'arbre pour éviter que ça n'empêche la croissance de l'arbre. Ça peut être de mettre ça donc autour de chaque arbre, donc on appelle ça des manchons individualisés, soit sinon de mettre carrément des palissades tout le long du cours d'eau ou des clôtures électriques, tout dépend vraiment de ce qu'il y a comme production. Ça peut être du peuplier, ça peut être des vergers, il y a vraiment des cas de figure très différents. Et sur les barrages, après, il y a d'autres aspects où on protège aussi le barrage. Il y a l'animal qui est protégé, il y a le barrage, le terrier-hutte. Le barrage et le terrier-hutte vont servir au cycle de reproduction de l'espèce. Donc ça, c'est protégé aussi par la loi. Et donc parfois, on peut aussi être amené à essayer de trouver un équilibre, et c'est ce qu'on voit dans le film, en mettant les siphons, là, ces fameux tuyaux, en travers des barrages pour faire baisser un peu le niveau d'eau en amont, mais tout en n'impactant pas trop l'espèce non plus, quoi. Il faut respecter la présence de l'espèce aussi, donc, mais il faut respecter aussi ce que l'usager autour exprime. Donc voilà, il faut trouver le bon compromis, entre guillemets, pour qu'il y ait une acceptation aussi du sauvage par les riverains, et ce n'est pas toujours facile. Oui, on a été un peu trop habitués, c'est aussi le cas dans des registres extrêmement différents, c'est le cas du loup et de l'ours aussi, le castor aussi, c'est-à-dire qu'on a paradoxalement un retour du sauvage et qui est confronté à nos habitudes qui étaient sans trop de ce sauvage-là qui pouvait nous impacter. On a une question intéressante, pas que les autres ne soient pas intéressantes, c'est de Volobia sur les barrages de castor. Est-ce que ça pose des problèmes pour la continuité? Alors, on a dit sédimentaire ou écologique. C'est un peu dit dans le film quand même. Ça, c'est une vaste question et ce n'est pas toujours évident d'y répondre. Pareil, il y a eu quelques études. Donc là, j'ai un collègue, je ne crois pas qu'on le voit dans le film, mais Johan Bressan, qui est le responsable scientifique du réseau Castor dans l'établissement. Donc, on a une étude actuellement en cours avec l'université de Nice sur l'aspect hydromorphologique et pour permettre de voir un peu dans le contexte français ce que ça donne. Mais ce qu'on voit déjà dans les autres publications qui ont été menées en Europe du Nord ou en Amérique du Nord également, c'est effectivement qu'il y a de la retenue sédimentaire créée par les barrages, c'est bien évident. Après, il faut voir que le barrage n'est pas une création pérenne dans le temps. Avec les crues, il peut y avoir effectivement des barrages qui cèdent. Donc, ça n'a pas forcément ce caractère pérenne. Et après, on a des questionnements de plus en plus sur la continuité piscicole notamment. Donc, c'est pareil, c'est de voir que effectivement, c'est quelque chose qui ne va pas vraiment être présent tout le temps, que certains poissons vont pouvoir avoir la capacité quand même de sauter au-delà du barrage. Donc ça dépend du potentiel sauteur des poissons. Mais après, tout dépend vraiment de l'habitat. Là, on a des difficultés dans le sud de la France, où il y a des cours d'eau moins profonds et où les barrages ont tendance à être très rapidement à une hauteur qui fait qu'on peut se poser des questions là-dessus. Donc, il y a des études qui sont en train d'être lancées aussi par des fédérations de pêche sur le sujet et on suit ça avec attention. Là, vous voyez dans le film aussi, on s'appelait ONCFS à l'époque. Maintenant, on est Office français de la biodiversité et on a regroupé les compétences terrestres et aquatiques. Donc, ça nous permet aussi de gagner en fluidité de recherche sur ce sujet. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le barrage de Castor soit une vraie rupture de la continuité écologique, étant donné qu'on est quand même sur un élément du paysage qui est naturel. Donc, c'est toujours mieux qu'un ouvrage hydroélectrique, nous dirons. Mais ça pose quand même son lot de questions, effectivement. Donc, voilà. Pour l'instant, il y a des études qui permettront de montrer si on a vraiment des différences de population et de diversité spécifique amont-aval. Pour l'instant, on n'est pas forcément au clair là-dessus et ça tend plutôt à montrer que voilà, il y a ce caractère non pérenne qui amènerait à ne pas pouvoir réellement dire que c'est une rupture de continuité. Et Basile et Paul, c'est une famille de castors, comment ça se passe? Il y a combien d'individus? Il y a un couple dominant, comment ça se passe? Il y a un couple qui est formé à vie normalement et en général 2 jeunes par an. Et donc les jeunes vont rester jusqu'à ce que la génération suivante de jeunes soit en âge d'être un peu autonome et ensuite ils vont se disperser pour trouver eux-mêmes leur territoire. Donc la famille, ça va être 5-6 individus en général. Enfin, Paul, si je dis des bêtises, n'hésite pas. Non, il n'y a pas de souci, tu connais bien aussi. Mais ouais, voilà, c'est 1 ou 2 petits parents et puis les jeunes, en fait, c'est vraiment un noyau familial. Un peu les jeunes, qu'on va dire un peu adolescents, vont aider aussi à l'élevage de leurs petits frères, petites sœurs et de mettre la main à la pâte pour aider les parents, pour eux aussi gagner en expérience, pour ensuite, une fois qu'ils seront autonomes, pouvoir un peu se débrouiller. Ouais, c'est vraiment familial, quoi.
Et on a une question de Julien qui décidément est très actif. On a Daphné et Julien qui sont très actifs. Y a-t-il un risque de consanguinité en France? Ça, c'est Bonne question. Darwin qui arrive. La question effectivement s'est posée, hein, et c'est encore des surveillances que l'on a actuellement, parce que voilà, on avait moins de 100 individus à l'époque en Camargue au début du XXe, et on est reparti que de ces 100 individus pour repeupler finalement s'en servir pour faire les différentes réintroductions. Donc effectivement, on a une diversité génétique qui est très faible en fait sur le castor. Mais pour l'instant, ce que l'on observe en termes de recolonisation sur le territoire nous laisse à penser que finalement, c'est une espèce qui tolère assez bien en fait, cette faible diversité génétique. Et ça, c'est des choses qui sont connues. Il y a certaines espèces pour lesquelles c'est plus compliqué que d'autres. Donc là, pour le castor, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Mais on a une étude génétique en France depuis une dizaine d'années déjà pour voir si on a bien que du castor européen et pas du castor canadien. On veille quand même à cet aspect-là. Et après, on guette aussi effectivement cette diversité avec les différentes sous-espèces qui sont liées aux différentes réintroductions qui a eu lieu aussi en Belgique, en Allemagne, qui n'ont pas été chercher des castors en Camargue, mais plutôt en Europe de l'Est, vers l'Elbe, sur le bassin de l'Elbe. Donc du coup, on a aussi cette diversité on parle plutôt de sous-espèces après coup. Et de voir effectivement le risque qu'on pourrait avoir, c'est qu'il y ait peut-être un pathogène qui se développe et qui fasse que l'espèce, vraiment, la sous-espèce qu'on a en France soit un peu plus mal en point du fait de ce pathogène. Pour l'instant, on n'a pas de difficulté avec ça, mais on surveille. Il y a cette veille-là et on verra. Pour l'instant, c'est plus des questions sur la leptospirose, notamment, où on a effectivement une surveillance de la mortalité du castor en France aussi. Alors, c'est principalement de la collision routière avec les subadultes qui cherchent leur nouveau territoire. Et après, il y a pas mal de mortalité qui est non identifiée du fait que c'est un animal semi-aquatique, donc c'est rare de trouver un cadavre frais. Bon, ça, c'est les côtés un peu moins sympathiques, mais en tout cas, les analyses sont moins probantes. Et quand on arrive à dire des choses, effectivement, on peut sortir un peu des fois de lepto, quoi. Ouais, et puis, je dirais, Julien, relisez Darwin pour la consanguinité voilà, et l'origine des espèces, et notamment les Galapagos. Ça rejoint le ragondin, ce qui était dit sur le ragondin à l'époque, si je puis me permettre, c'est que le ragondin allait disparaître justement parce qu'il était issu de petits élevages, etc., et qu'il n'allait pas tenir sur le territoire. Le ragondin, visiblement, se porte encore très bien sur le territoire, et issu de petites souches. Et on a Daphné qui parle de dégâts. Et Daphné, par rapport aux dégâts, y a-t-il des aides financières pour la mise en place des protections? Alors, c'est un peu dit dans le film, Daphné, il faut regarder le film quand même. Mais Non, ça a ouais, pu être mis à jour. Comment? Non, ça aurait pu être Ça a pu mis à être jour, mis à vas-y. jour. Ouais. Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors bon, ça nous fait sourire, mais effectivement, c'est pas forcément, c'est ça qui fait que c'est pas forcément évident sur le terrain, hein. C'est qu'il y a eu certains départements, des fois des conseils départementaux qui avaient mis en place des petites enveloppes, mais effectivement, ça pose toujours la question jusqu'à quand, combien d'argent il va falloir sortir. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas d'indemnisation des dommages. Alors on voit dans le film hein, un syndicat de popiliculteurs de la région Centre-Val de Loire. Donc il y a des échanges qui ont été poursuivis hein, depuis 2 ans. On a un groupe de travail principalement sur le peuplier, donc avec le Conseil national du peuplier, justement pour améliorer les informations que les peupliculteurs ont quand il y a des dommages, pour essayer de chiffrer un peu leurs dommages. Et donc ça, c'est leur rôle de capitaliser ces informations-là en lien avec nous, mais nous, on apporte les éléments techniques. Et ensuite, le Conseil national du peuplier voit avec le ministère de l'Agriculture. Donc, c'est des choses qui sont en cours là, depuis 2 ans. Pour l'instant, il n'y a pas eu de modification, en tout cas. Et des échanges aussi, je commence à avoir avec le monde agricole au niveau national pour monter un peu des réflexions sur ce sujet. Mais c'est pas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a une question d'Audrey qui dit aussi dans le film, mais pourquoi à tous les deux, pourquoi le castor a-t-il été exterminé? Pardon, Audrey. Basile. Ouais, il y avait plusieurs causes. Enfin, il était chassé de manière générale, mais pour plusieurs choses. C'est-à-dire pour sa fourrure, qui était quand même, enfin, qui était très prisée en habillement, pour le castoreum, donc cette substance avec laquelle il marque son territoire, qui est très très odorante, qui a une odeur vraiment très caractéristique et qui servait en parfumerie. Il était consommé aussi pour la viande. Et puis, on le considérait comme nuisible parce qu'il fragilisait les digues, les berges, etc. Et donc, il était aussi juste chassé pour ça, pour ce caractère de fragilisation des digues.
Mais bah oui, il y avait énormément de chasse. Du coup, il y avait un truc un peu marrant aussi, c'est qu'il était considéré comme un poisson par l'Église, donc, parce qu'il avait des écailles sur la queue. Donc, on avait le droit de le consommer le vendredi. Le clergé autorisait ça dans certaines Carême, régions. comme Voilà. Et la cystud était consommée aussi. La c'est ça. cystud d'Europe, qui est une tortue, était consommée aussi en période de carême. Je ne savais pas pour le Ouais. castor. J'imagine que la viande de castor était un peu plus nourrissante que le poisson, et donc ça devait arranger Il y a dans plus à certains lieux manger, quand mon même. bon. Ouais, et puis je sais plus, j'essaie de me rappeler depuis le film, le bouquin sur la fourrure, les origines de la fourrure, c'était quelqu'un de l'ONCFS à l'époque qui avait sorti ça, vous l'avez lu, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, sur ce boom de la fourrure en France entre les deux guerres et avant-guerre, c'était un gars de l'office, j'essaie de me rappeler le titre là-dessus. Peut-être François Léger. Ouais, François Léger, voilà. Hum. Donc, une peau de loutre valait le prix d'une Clio maintenant à la grande époque de la fourrure. Donc, ceci explique cela aussi. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Ça a bien marché au niveau du chat. Basile, des projets de films, peut-être. Et ben là, Quelle est la ton actu, prochaine Basile? chose. Ben alors, l'actu tourne un petit peu en rond, puisque mon prochain tournage, c'est sur le Castor. Du coup, voilà, pour un film qui ne sera pas réalisé par moi, mais pour lequel je vais faire des images sur l'aspect bâtisseur du Castor. Donc là, on va aller un peu plus au nord de la France. Et voilà, sinon, moi, j'ai entre-temps réalisé un autre film pour Ushuaïa TV aussi, qui s'appelle Les Immortels, et qui parlait d'animaux qui ont des capacités de résistance à la maladie, au vieillissement, aux pressions de l'environnement, etc. Et donc, un peu moins de milieu naturel, un peu plus de labo. Mais c'était Le tardigrade, peut-être? le tardigrade, le Le rataupu, tardigrade. le homard, voilà, plusieurs espèces, puis certaines méduses aussi. Donc, c'était plutôt un film scientifique, un film de labo, un peu moins un film naturaliste et de grands espaces. Mais voilà, je vais y retourner un petit peu pour le Castor. Super. Et Paul, écoutez, bon courage avec le castor. Nous, on l'entend en tant que naturaliste en Gironde, chez les collègues conservateurs de réserve qui l'attendent de pied ferme. Et c'est fabuleux cette reconquête. On a tellement de nouvelles négatives en ces temps d'érosion et de disparition du groupe entier de biodiversité. Quand il y a une espèce qui peut reconquérir du territoire, on peut en être ravi. Tout à fait. Merci à tous les deux en tout cas pour cette conférence un peu étonnante en visio. C'est un test. Voilà, on me rapporte ma fille, Chloé me rapporte une dernière question. Alors, c'est mal écrit. Question, quelles sont de Élise, quelles sont les sous-espèces? Quelles sont les sous-espèces? Est-ce qu'il y a des sous-espèces de castor? Je ne comprends pas trop le question. Oui, en fait, il va y avoir donc c'est Castor fiber, le nom scientifique. Ouais. Et donc, il y a Albicus, notamment, qui vient de l'Elbe. Après, on a Rhodanensis pour le massif du Rhône, bassin du Rhône, pardon. Et après, on aura Fiber, et il y en a encore une que je dois oublier. Question piège, donc. Oui, bon, c'est pas grave, mais ça, c'est parce que c'est mon collègue qui s'en occupe plus que moi. Ouais, mais c'est comme l'ours, il y a des sous-espèces qui peuvent, bien entendu, en tant que sous-espèces, s'ils n'aiment pas s'hybrider, il faut reproduire ensemble. Voilà, c'est des sous-espèces de massif géographique, mais ça reste. Mais on a bien de l'hybridation, voilà. Mais par contre, entre Castor fiber et Castor canadien, Castor canadiensis, là, il n'y a pas d'hybridation, on n'a pas le même nombre de chromosomes. Voilà. J'ai peut-être une légende, je continue, pardon. Là, c'est la mienne. C'était une légende, cette histoire d'introduction de castor américain en France, c'est au lieu de castor européen. Alors non, en fait, c'est que dans les années 80, il y a vraiment eu une tentative de. C'est un parc zoologique en fait qui avait dans la c'était des échappées, d'accord. Voilà, il y a eu une tempête, etc. Donc il y en avait une trentaine à l'époque. Donc l'Office national de la chasse, du fait du caractère échappé, il y avait eu effectivement une campagne de régulation de cette espèce-là. Donc il n'y a pas eu de population de foyers de castors canadiens en France. Par contre, effectivement, là depuis les années 2000, il y a un parc zoologique à la frontière allemande, Belgique et Luxembourg, où il y a eu aussi des échappées. Donc on a une petite population
une population de castors canadiens à la frontière de ces 3 pays et qui potentiellement peut redescendre sur la France via le bassin de la Moselle. Donc il y a une surveillance génétique aussi sur ce sujet pour éviter la compétition, parce que des choses qu'on a vues dans les pays nordiques, notamment en Finlande, où le castor canadien aurait tendance à supplanter le castor européen. Donc là, on est plutôt dans un concept de préservation de l'espèce castor européenne, qui amène aussi son lot de questionnements sur quel castor on veut, le canadien, l'européen. Après, il y a le champ réglementaire qui fait qu'on a une espèce qui est protégée et en face une espèce exotique envahissante. Voilà. Bon courage. Merci à tous les deux. Merci pour ce chat et ce film. Encore bravo Basile pour ce film et à Dominique Brouard qui avait cette idée en tête depuis très très longtemps. Et bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci, en espérant de se voir en présentiel, comme on dit, assez rapidement. C'est la fin des soirées de Territoire Sauvage. Demain, il y a une conférence sur le parc marin d'Arcachon, organisée par Far West et par Système Nature. Merci à Maxence pour la technique. On a testé pas mal de choses qui serviront pour la suite. On a un peu tout vu. On s'excuse pour les désagréments techniques, mais c'était vraiment un test. On espère que ça vous a plu et puis à bientôt dans de nouvelles conditions. Merci, à bientôt. Salut les amis. Au revoir.